En préambule, on a vu que vous étiez tous des fans de MIS Trend. Est-ce que les études quantitatives sont la seule voie pour dégager des valeurs et une image d'entreprise, ou est-ce qu'on pourrait imaginer, vous avez parlé de focus ou d'autres types d'études qui pourraient mettre les PME sur la voie de ces identifications de valeurs qui ne sont pas toujours faciles à trouver, sachant que toutes les PME n'ont peut-être pas les moyens de se payer des études quantitatives. Jean-Yves, peut-être. Alors effectivement, donc, il y a différents moyens, différents instruments. En tout cas, il y a la haute école qui peut fournir quelques... Voilà, si c'était la réponse que... Voilà. Donc voilà, appel aux PME. Sachez que la haute école a un centre de compétences aussi performant, que nous avons mandaté pour certains points de mesure. Donc effectivement, il y a des études quantitatives, il y a des études qualitatives, ça dépend de ce qu'on recherche. Après, on peut faire aussi des questionnaires auto-administrés que l'entreprise peut mener elle-même. Ça dépend toujours l'objectif qui est visé et ce qu'on recherche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça et que différents. En fait, ce qui est surtout important, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, c'est d'intégrer dans le processus le moyen de mesure. La mesure donc auprès du public. Après, on peut travailler si on a quelques budgets avec des études quantitatives qui nous donnent des marges d'erreur et une situation qui est vraiment le reflet de la population, le reflet de l'opinion publique. Ou, s'il y a moins de budget, de travailler sur des tendances qui nous permettent aussi de travailler avec une certaine pertinence. Ceci dit, nous, quand nous faisons des études quantitatives, ce n'est pas le budget qui va augmenter, c'est que l'argent consacré à ces études est partie du budget. Simplement, après, en termes de production et de diffusion, on peut diminuer le budget puisque la pertinence du message et l'efficacité sera meilleure puisqu'on est parti sur un élément qui nous a donné vraiment une connaissance de la perception du public. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Peu importe le moyen, c'est de l'intégrer dans le processus. C'est surtout ça. Mais je répète une fois, il y a aussi la haute école qui offre des bons instruments de mesure. C'était pas le but. Hein, non, mais c'est la réponse. Je me permets d'apporter un petit complément. On a parlé justement de Twitter, de ces messages. Il y a des outils qui permettent de taguer des mots, donc de mettre Crans-Montana. Et puis on reçoit des alertes tous les jours. Il y a des trucs comme Social Mention qui permettent de savoir ce qu'on pense également de vous, donc ce qui est dit sur vous. Donc ça, c'est aussi très important. C'est un outil de mesure. C'est véritablement pour nous un baromètre très intéressant parce que c'est des gens qui sont venus dans la station, par exemple, pour nous et qui en parlent. Et puis on voit qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est quelque chose qui coûte pas trop cher non plus, qui prend peut-être un petit peu de temps. Mais il y a des outils qui permettent de le faire, donc il faut aussi les utiliser, à mon avis. Oui, une question? Oui, François Grotiner, de Kfeller Consulting et Partenaires. Moi, j'aurais une première question d'abord à la salle. Mesdamoiselles, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait comme critique de ce que vous avez vu sur l'écran des trois premières présentations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé? Vous n'avez pas de lunettes. Moi, j'en ai. Ça vous dit pas quelque chose? Voilà, mademoiselle a très bien répondu. Comme quoi, la valeur n'attend pas le nombre des années, parce que la seule personne de ces quatre très bons orateurs était Madame Métraillé, qui a eu des slides qui étaient visibles. Donc ça peut dire qu'en fait, on peut se faire piéger dans la communication par une toute petite bêtise. C'est-à-dire que maintenant, vous avez toute une salle ici qui est d'accord, dire qu'il y a pas mal de slides de M. Panatier, pas mal de slides de M. Genollet, de M. Bianco, ben, on ne pouvait pas les lire. Donc il y a toute une information qui n'a pas passé. Donc vous avez déjà là une des grandes difficultés que vous avez très bien soulevées, Madame Métraillé, c'est de se piéger à certaines informations. Maintenant, il y a un deuxième point que je n'ai pas entendu ce soir dans la communication interne. Vous en avez parlé, M. Panatier, mais dans la communication interne, vous avez dit, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je crois que dans la communication, dans une entreprise, et ça, je suis dans les ressources humaines, je le vois quasiment tous les jours, il y a aussi la motivation des personnes qui font partie de cette entreprise.
Et cette motivation, elle passe par la gestion de ces personnes, du côté humain de ces personnes, pour qu'elles soient motivées et puis qu'elles ont la niaque pour avancer et communiquer pour vous. Le b.a.-ba de la communication, à mon avis, dans une entreprise, c'est déjà que les gens aient envie de communiquer et qu'ils soient vraiment presque meilleurs communicateurs que vous. D'ailleurs, ça s'est vu ce soir, puisque la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci beaucoup pour cette intervention, on améliorera. Je pense que l'objectif de nos orateurs était de motiver tous les participants à se rendre régulièrement sur notre plateforme Internet pour aller consulter les slides qui sont à disposition en taille XXL et agrandissables à l'envie. Une autre question? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. David Mounir, membre de la direction de Post Finance. J'aimerais tout d'abord vous féliciter, par contre, pour ma part, pour la qualité des interventions de ce soir. J'ai trouvé très intéressant. J'ai une question plus particulièrement à M. Genollet. Et là, on va dans positionnement marketing un peu plus traditionnel. Vous avez parlé, en fait, que vous développiez des dégustations en Suisse alémanique, entre autres. Je voulais comprendre pourquoi l'ouverture de ces écrins que vous parliez uniquement au Valais et pas plutôt dans les marchés dans lesquels vous développez. Alors on l'a fait, c'est vrai, dans un premier temps en Valais. Pour la seule raison qu'on répondait à plusieurs problématiques, dont une des problématiques était l'ancrage local qu'on voulait maintenir avec nos clients privés et sociétaires de la région. En Suisse alémanique, je dirais qu'on a une approche un petit peu plus particulière qui est aussi liée à notre réseau de distribution. Vous savez qu'on a un réseau de distribution qui est mixte, une partie directe et une partie indirecte. C'est-à-dire, pour expliquer plus clairement, on a des clients qu'on livre directement depuis notre centrale de Sion et on les dispatche. Et puis on travaille beaucoup avec des distributeurs vins, grossistes, qui distribuent eux nos produits en Suisse alémanique. Et puis si on devait aller introduire des points de vente directs en Suisse alémanique, ça rentrait beaucoup plus compliqué, la gestion de ce réseau de distribution. Ça, c'est un des facteurs. Mais on a maintenant beaucoup de partenariats en développement. Et puis l'un des objectifs, c'est de faire ces prestations, peut-être pas des espaces Provins en tant que tels, mais des prestations similaires en Suisse alémanique, mais avec des partenaires locaux suisse alémanique. Frédéric Sidler, web entrepreneur. J'ai deux questions. La première pour Xavier Bianco. Vous êtes en avance au niveau utilisation des réseaux sociaux. Vous l'avez montré tout à l'heure avec l'utilisation de KitKat. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en cas de crise? Parce qu'on sait que faire de la veille, ce que vous faites, c'est déjà bien. Mais qu'est-ce que vous avez prévu de faire en cas de crise s'il devait y avoir une intempérie, un accident, ce que je ne vous souhaite pas à Crans-Montana? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est pour M. Genollet. Aujourd'hui, vous êtes présent un peu sur Internet, mais pourquoi vous n'avez pas fait attention à protéger votre marque dans les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes? Voilà mes deux questions. En ce qui concerne les accidents ou les problèmes qui peuvent arriver, c'est un peu, je pense, une des bases de la communication, c'est qu'il faut réagir, il faut communiquer, il faut vraiment expliquer qu'est-ce qui s'est passé, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on fait de la veille. C'est véritablement, s'il y a vraiment un problème, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de véritablement réagir et de communiquer. Donc pour moi, c'est véritablement, il ne faut pas cacher le problème. À un moment donné, on doit l'assumer. Et puis on doit véritablement avoir une stratégie de réponse et de communication là autour. En ce qui nous concerne, on a effectivement pris une optique un petit peu particulière de communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on s'est intitulé Provinum en fait, pour plusieurs raisons. On a souhaité différencier le côté plus fun, ludique de l'approche réseau social par rapport au sérieux de la marque Provins. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour avoir plus de liberté de ton et de liberté d'offre sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu 2-3 petites difficultés avec le nom Provins ou d'autres marques sur les réseaux sociaux, mais qui sont en cours de résolution maintenant. Mais c'est vrai que si vous ne le trouvez pas en tant que Provins sur Facebook, puisque on s'adresse un petit peu à des types de clients qui sont différents. C'est pour ça qu'on s'intitule Provinum sur ces différents réseaux. Oui, alors bonsoir. Joël Mastelic de la HSSO Valais.
J'avais une question pour Monsieur Genollet par rapport aux espaces provins. Pourquoi est-ce que vous avez séparé les espaces de vente des espaces d'expérience? Pour des raisons, je dirais, pratiques d'une part, et puis un petit peu philosophiques et stratégiques d'autre part. On a dans les espaces de vente, c'est une activité purement commerciale, et puis c'est un shop où on veut offrir des compétences particulières liées au monde du vin. Et puis c'est une activité qui est extrêmement réglementée, on est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h, etc. Pour les espaces d'expérience, on a des horaires d'ouverture beaucoup plus souples, plus libres, plus larges, donc on est ouvert en soirée, et puis on a une prestation à la carte complètement personnalisée. On a une personne qui s'occupe de ça, qui répond vraiment de manière extrêmement particulière aux besoins de chaque client, et puis on offre une prestation, je dirais, clé en main aux clients qu'on ne peut pas offrir dans l'espace de vente. Alors c'est une question de timing et puis de service client. Merci. Une autre question au fond de la salle? Parce que le micro est par ici, donc je vais en profiter pour poser une question. Perruche Antoine de la HEC Sauvalet. J'aurais une question concernant les 4 intervenants qui peuvent sans doute répondre. En tout cas, tout d'abord les 3 premiers par rapport à la marque Valais. Parce que finalement, que ce soit la Banque cantonale du Valais, Crans-Montana Tourisme ou Provins, vous êtes étroitement liés finalement à cette marque Valais. Et depuis quelque temps, on fait beaucoup la promotion de cette marque Valais. Et récemment, la marque Valais a aussi lancé son effet communautaire avec notamment la Valais Community. Donc je voulais avoir votre avis sur finalement comment vous profitez, ou est-ce que vous voyez ça comme une concurrence? Comment vous tirez profit finalement de ces communautés qui vont se développer autour de la marque Valais, et comment vous pouvez en bénéficier en tant que finalement aussi on va dire bénéficiaire ou porteur de cette valeur, de cette marque Valais. Donc spécifiquement sur cette action Community Valais pour les 3 acteurs valaisans, et peut-être aussi l'avis de Madame Métraillé, comment elle évalue en tant que spécialiste maintenant des médias sociaux on va dire cette initiative nouvelle qui a été prise par la Valais Community. Je pense que c'est une très bonne initiative. En tout cas, a priori, tout ce qui permet de faire parler de soi ne peut amener que du positif, surtout que c'est une vidéo qui est quand même de bonne qualité, qui est rigolote, qui est innovante, qui promouvoit une image différente du Valais. Donc je pense que ça peut lui amener que du positif, et aussi justement à travers la rapidité de la promotion de l'information, de par le fait qu'elle est intéressante, ça peut qu'inciter les gens à la rediffuser plus loin et à donner une image positive, justement, du Valais et de ce qu'il a à offrir à tous les gens qui pourraient vouloir y venir. Alors, je peux que saluer aussi l'initiative de ce qui a été fait avec, j'étais à Sabiez au mois d'octobre, avec le lancement des ballons qui a mis un point d'orgue à Valais Community. Je pense que ce qui est surtout important, c'est lorsqu'on parle de la marque Valais ou de Valais Excellence, la belle Valais Excellence, puisqu'on a le plaisir d'avoir été labellisé. C'est 2 choses qui sont mises en parallèle. C'est d'une part la proximité et d'autre part la compétence. Et c'est vrai que ces 2 choses-là ne sont pas forcément a priori compatibles, puisqu'on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. C'est que finalement, en Valais, on a des entreprises, et on a des entreprises qui sont extrêmement compétentes. Et donc le fait qu'on ait un label Valais Excellence qui repose sur un certificat ISO 9001-14001, donc qui est quand même relativement pointu, ça démontre aussi cette recherche de qualité. C'est surtout ça qu'il faut mettre en exergue, donc cette approche entre proximité et compétence. Et je crois que Valais Community peut faire le point d'orgue en mettant en évidence ça, en disant on fait une communauté autour, c'est une famille qui se crée, et plus on en parlera, plus je dirais l'image du Valais se portera mieux. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Oui, alors je rejoins tout à fait M. Panatier sur l'aspect qualité. Il y a un label de qualité derrière, il y a donc des valeurs. Et puis c'est un trait d'union entre diverses branches. Je dirais que c'est quelque chose d'assez neuf. C'est-à-dire qu'on a une marque Valais, mais qui touche le tourisme, qui touche l'agriculture, qui touche la viticulture, qui touche des grandes entreprises, des banques. Donc, encore une fois, plus on est de personnes à être derrière cette marque, à promouvoir ce label de qualité, à montrer qu'on peut faire de la qualité, mieux on sera vu.
Ensuite, tout le travail qui est fait par Valais Community, ben c'est excellent. C'est clair que ce sont tous des ambassadeurs du Valais, donc on est tous des ambassadeurs du Valais. C'est comme disait monsieur tout à l'heure, c'est comme de dire que les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise sont ceux qui travaillent dans l'entreprise. Ben, les meilleurs ambassadeurs du Valais, c'est nous. Donc là, il y a quelque chose de très important à faire. Il faut communiquer avec ces gens, il faut leur donner la possibilité de participer. Il y a des concours photos, il y a des belles choses qui sont faites. C'est un bel exemple. Donc oui, entièrement d'accord avec ça et je ne pense pas du tout que c'est une concurrence pour nous. Plus la marque Valais sera fort, plus on aura du monde qui sera intéressé à venir en Valais. Après, ça va se distribuer entre différentes stations, entre différents noms, mais essayons déjà de promouvoir le Valais. Ça, c'est déjà un gros effort. Il y a un gros travail qui a été fait et qui continue à être fait. Et bravo à ceux qui le mènent. Ouais, de mon côté, je rejoins aussi largement les propos de messieurs. Je crois qu'il y a un travail vraiment énorme qui a été fait autour de la marque Valais et que peu de gens se rendent compte aussi de la qualité du travail qui a été fourni. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on est à une phase importante pour le développement de la marque. Je le vois du côté de l'agriculture, on est vraiment dans une phase charnière où on doit pousser la mise en commun des forces au lieu de diviser. Et la marque Valais, on doit vraiment miser sur cet instrument pour arriver à promouvoir de manière commune déjà l'agriculture, le tourisme, l'économie, etc. en Valais. Il y a tous les outils pour bien faire. Il faut maintenant que chaque secteur s'en empare et puis l'utilise à bon escient. Et puis la plateforme Valais Community, on voit que elle est très en avance aussi sur son temps. Et puis elle se développe très bien. Il y a beaucoup de gens qui mettent bénévolement du temps à disposition pour la faire fonctionner. Et c'est une très bonne plateforme aussi. Juste compléter le propos, quand on parlait tout à l'heure, quand j'évoquais tout à l'heure cette notion de proximité, de compétence, c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être en disant le label Valais Excellence, c'est quelque chose qui est valaisan. Or, puisque vous savez que le préalable pour avoir le label Valais Excellence, c'est d'avoir la double certification 9001-14001, nous, au niveau de notre domaine d'activité, puisqu'on est coté à la Bourse Suisse, on a des benchmarks au niveau des banques, on a constaté que grâce à Valais Excellence, puisqu'on devait passer la première étape de cette double certification, nous étions la deuxième banque en Suisse, toutes les banques confondues, à avoir cette double certification. Donc c'est pour mettre en évidence le degré d'exigence du label Valais Excellence. Ça met encore plus en évidence cette recherche de qualité qui est vraiment à saluer. Merci pour ces compléments d'information. Une question au milieu de la salle? Oui. Bruno Peterer de Simon Monté. J'ai une question à vous 4 ou 5. Comment vous comparez la gestion de l'image de la communication par rapport aux autres cantons ou d'autres pays? Ou bien poser la question différemment. Qui est le champion dans ce domaine? Quel canton ou bien quel pays et pourquoi? Qui veut répondre? Moi, je crois qu'il faut peut-être différencier. Je ne veux pas m'exprimer pour les gens du tourisme, mais ce qui est important et ce qui est différenciateur de la part de la marque Valais par rapport aux autres éléments qu'on connaît peut-être dans le monde, c'est qu'il y a deux choses. Il y a non seulement un aspect de communication qu'on peut maîtriser de manière assez facile. On a beaucoup d'exemples aux États-Unis quand il y a des acteurs qui sont propriétaires complets d'une station et puis qui peuvent maîtriser le processus de A à Z de communication. Mais la grande force de la marque Valais, à mon avis, ce qui va faire la différence dans le futur, c'est qu'elle se base sur des valeurs qui sont reconnues, certifiées, qui sont clairement définies, qui sont atteignables par tous. C'est quand même une démarche volontaire. N'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille peut arriver à cette certification. Et puis, d'une fois qu'on a cette exigence qui est atteinte, ensuite, on peut bénéficier de la communication. Donc il y a quand même le marketing est une promesse. Comme l'a dit M. Panatier, on doit promettre une qualité de service aux clients, puis après on peut communiquer autour de cette promesse. Mais si on n'a pas la qualité qui est garantie, on aura des problèmes à être cohérent par rapport à la promesse qu'on donne aux clients. Et ça, c'est à mon avis la grande force de la marque Valais par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Même si aujourd'hui, on n'est pas encore, je dirais qu'on a très bien fait le premier stade, on a la qualité, la base qui est là, et on doit passer au deuxième stade qui est celui de la communication autour de cette marque.
Quelqu'un veut s'exprimer? Alors effectivement, c'est clair qu'il y a des champions au niveau de la marque. On peut citer le Tyrol par exemple. C'est un exemple qui est assez flagrant. Je pense que ces gens-là, ils ont été peut-être plus vite, plus rapidement, et ils se sont mis à travailler ensemble. C'est-à-dire ils se sont dit d'abord, on va vendre le Tyrol avant de vendre notre marque. Ici, on a des marques clairement qui sont mieux établies et mieux connues que la marque Valet. Donc, on a pris peut-être un petit peu de retard là autour. Il y a un regroupement des forces qui doit se faire. Il y a vraiment une intelligence à avoir, de se dire, mais on est tous bénéficiaires. Essayons de profiler cette marque Valet, essayons de profiler cette qualité. Et puis, moi, je suis de Crans-Montana. Je pense que Crans-Montana est très bien connu, mais on a tout à profiter de cette marque Valet qui va unir tout le monde et qui va amener beaucoup plus le regard sur le Valet et amener beaucoup plus de monde pour moi. Peut-être aujourd'hui, ce qu'on peut rajouter, c'est que le Valais est en concurrence, mais c'est plus Verbier contre Crans-Montana, c'est le Valais contre le Tyrol, et le Tyrol est très fort. Donc peut-être, c'est vrai que c'est en s'unissant autour d'une action, autour d'une communauté, que voilà, on sortira certainement plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, au fond. Merci. Philippe Barman, Société Conchita Plus. Une question plutôt pour Monsieur Bianco par rapport aux réseaux sociaux et au succès rencontré par la communauté. On sait que pas toutes les marques ou en tout cas toutes les pages créées sur Facebook ont la chance d'avoir 7000 membres. Quelles ont été vos mesures de communication pour atteindre ce nombre de fans? Et disons qu'avant d'avoir un nombre de fans, c'est impossible de communiquer, c'est ça qui vous permet d'avoir une pénétration dans le marché. Qu'est-ce que vous en faites maintenant et quelle intégration ça vous donne avec votre site internet? Alors merci pour la question. Oui, c'est vrai qu'il y a 7000 fans. Je vais être très franc avec vous, cette page fan a été récupérée par Crans-Montana Tourisme. Donc c'est encore mieux parce qu'elle existait, elle a été créée par une personne qui adorait Crans-Montana et puis qui lui a drainé beaucoup de monde. Et nous avons repris maintenant la gestion de cette page fan et il y avait déjà de nombreux fans. Donc c'est une chance. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les meilleurs ambassadeurs sont ceux qui parlent de vous en bien. Et là, ça s'est passé véritablement comme ça. C'était quelqu'un qui adorait Crans-Montana et qui a fait venir beaucoup de monde sur cette page fan. Maintenant, comme je l'ai dit, pour nous, ça reste encore un défi à faire. Donc la stratégie n'est pas encore complètement définie au niveau des réseaux sociaux. On a commencé à le travailler avec les remontées mécaniques. Comme on sait, un office du tourisme ne gère pas tout le produit, donc c'est parfois difficile parce qu'on ne peut pas faire des offres préférentielles, des choses comme ça. On doit passer au travers de différents partenaires. Donc là, on a commencé avec les remontées mécaniques. On a fait une offre maintenant avant la saison d'hiver de dire les gens qui sont fans de Crans-Montana sur Facebook, venez, vous achetez 2 abonnements de jours non consécutifs, vous gagnez un 3e. Donc on va véritablement travailler ces gens-là aussi. Essayer de leur faire envie, de leur faire des concours comme le fait très bien Valet Community. Ça reste un challenge. Il est clair qu'on a la chance d'avoir 7000 fans. Maintenant, il faut véritablement travailler avec eux, leur donner la possibilité de s'exprimer, leur donner des possibilités d'action promotionnelle. Donc je ne peux pas vous répondre maintenant, la stratégie est toute établie, toute faite. Ça, je vous le dis franchement. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière... Ah, il y a une question. Ah, voilà, au milieu. C'est de nouveau une question pour M. Bianco. Vu qu'on est ici dans le cadre de notre cours communication, on a parlé des tours à Minona, le projet Mirax. Et j'aimerais savoir, en fait, quelle influence ça peut avoir sur l'image de Crans-Montana, un projet qui a beaucoup de débats dans la région. C'est une bonne question. Encore une fois, le projet, il n'est pas encore abouti. L'image de la station, les tours existent déjà. Il est clair que ces tours existent déjà, elles font partie du paysage. Et comme je le disais, on n'est pas Grimens, donc ces tours existent déjà, on fait avec. Moi, je pense qu'il faut plus se concentrer sur le produit, sur l'offre de la station, et pas sur l'architecture, sur l'aspect. C'est véritablement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une ville à la montagne, on est clair avec ça. Mais nous, on axe beaucoup notre communication sur tout ce qu'on peut y faire et véritablement sur toutes les activités qui sont possibles. Et on ne reste pas véritablement sur cet aspect esthétique, si on veut bien. Voilà ma réponse.
Une question au fond. Oui, avant de passer je sais que tout le monde a envie d'aller à l'apéro, mais j'avais encore envie d'entendre un petit peu. On n'a pas beaucoup parlé de communication et d'image quand il y a vraiment un problème, quand il y a une crise. Alors qu'on a la chance d'avoir une banque parmi nous avec M. Panatier, je voulais avoir un petit peu son avis. Comment on prépare une crise, on a eu l'UBS qui a dû faire une communication par rapport à une chute de son image, qui peut arriver de façon assez rapide et drastique. Est-ce qu'on prépare ce type de situation ou est-ce qu'on est finalement dépendant tout d'un coup d'une baisse d'image drastique? Et ma question, c'est de savoir comment on se prépare et éventuellement aussi comment vous jugez vos collègues enfin, peut-être pas les juger, mais comment on apprécie finalement la communication de crise dans un secteur délicat comme le secteur bancaire. Alors, peut-être deux réponses. La deuxième, donc, je ne vais pas commencer à apporter des jugements sur nos collègues néanmoins concurrents. Voilà, ça c'est fait. Alors, comment on prépare une crise? En fait, on prépare surtout par l'anticipation pour faire en sorte que la crise ne survienne pas. On fait surtout du monitoring, c'est-à-dire de manière générale, on fait une veille sur les différentes choses. On essaye de voir quels sont les éléments qui portent le germe d'une crise potentielle et de prendre les mesures en anticipation, en fait, l'issue management pour éviter que les crises puissent se produire. Mais malgré tout, il y a des crises qui peuvent survenir dans le domaine bancaire. Ça peut être un hold-up ou quelque chose comme ça. C'est clair qu'après, il y a des schémas aussi de gestion de la crise qui sont exercés, qui sont présents, qui sont permanents. Et ce qui est surtout important pour n'importe quelle entreprise, là, ce n'est pas propre au domaine bancaire, il y a des choses qui sont évidentes, c'est que lorsqu'on entre en crise, si l'image que l'entreprise a à l'entrée de crise est meilleure, eh bien, elle aura de toute façon une meilleure image à la sortie que si elle avait été moins bonne avant. C'est une lapalissade, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que cette préoccupation de l'image doit être permanente, puisque dans tous les cas qu'une entreprise est amenée à vivre, cette image va avoir une influence extrêmement positive sur les éléments qui peuvent se produire. Mais je crois que c'est surtout le maître mot de la crise, c'est l'anticipation de vous faire en sorte que la crise ne se produise pas, puisque le passablement de crise aurait pu être évité si on les avait anticipés par des mesures adaptées, notamment le monitoring, notamment une veille extrêmement précise sur les différents éléments qui peuvent surgir et qui portent les germes potentiels d'une crise. C'est surtout ça, en fait, l'élément important, et surtout dans notre domaine, le domaine bancaire, extrêmement sensible aussi, puisque vous savez que pour nous, la confiance est comme l'essence dans le moteur. S'il n'y a pas la confiance, eh bien, le moteur ne tourne pas. Donc nous sommes extrêmement vigilants par rapport à ce genre de choses. Oui, Et par principe, on veut voir arriver aucune crise. Voilà. Absolument. Voilà. Mais puisqu'elles n'ont pas existé, donc voilà. Une dernière question, oui. Oui, merci. Une question aux trois intervenants. Les premiers. Communication, vous communiquez d'une manière générale. Vous avez une image qui est visible de tout le monde. Est-ce que, dans une certaine mesure, vous arrivez à différencier votre image et votre communication en fonction des différents clients qui ont différentes mentalités? Et si oui, est-ce que, par exemple, les médias sociaux pourraient être une manière ou un moyen d'y arriver? Je peux commencer à répondre. Donc, je pense qu'il faut faire une distinction entre communication et information dans votre question. Effectivement, l'entreprise est entourée de différents publics cibles qu'on appelle des groupes de dialogue, mais qui peuvent devenir des groupes de pression. Chaque public cible a des attentes différentes. Je caricature un petit peu le propos. Dans une entreprise, vous avez les collaborateurs qui constituent un public cible, et vous pouvez avoir d'autre côté les actionnaires qui sont un autre public cible. Chacun a des attentes différentes. Je pense, pour un exemple, si tout d'un coup, les actionnaires souhaitent avoir toujours un dividende plus élevé en rémunération de leur investissement, caricatural, et les employés souhaitent avoir une rémunération aussi qui soit adéquate. Et les choses ne sont pas forcément toujours compatibles. Donc l'objectif, et c'est pour ça qu'on dit que l'approche de communication est une approche systémique,
Donc c'est pas simple, il n'y a pas un public cible, c'est une approche multidimensionnelle et on doit répondre à tout le monde, mais on ne va pas satisfaire forcément tout le monde. Ce qui est surtout important, c'est de pouvoir informer différents publics cibles. Maintenant, les médias sociaux, c'est un support comme un autre. La question, elle ne se pose pas quel support on va choisir, c'est quel est le public cible, quel est le message et quelle est la problématique. Et par rapport à ça, ensuite, les médias ou les supports vont s'imposer d'eux-mêmes. Les médias sociaux peuvent être un des supports comme bien d'autres. Donc je crois qu'il ne faudrait pas inverser le processus. Ce n'est pas les médias sociaux qui constituent la stratégie. Les médias sociaux constituent qu'un des outils parmi beaucoup d'autres. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pour compléter ce qu'a dit M. Panatier, nous, on a effectivement des publics cibles très différents, mais déjà de manière géographique, hein, quand on parle à un client suisse alémanique ou on parle à un client suisse romand, il comprend de manière différente, il interprète de manière différente. Ce qui est important, c'est de créer le dialogue avec chaque public, chaque consommateur, et pour ça, les réseaux sociaux sont un des vecteurs possibles, mais il ne faut pas se concentrer uniquement là-dessus, parce qu'il y a toute une tranche de la population qui n'est pas du tout sensible aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur le message qu'on veut adresser, à qui on veut l'adresser, puis après on prend le canal qui est le plus adapté par rapport à ce qu'on souhaite communiquer. J'aurais une question pour M. Panatier. Vous avez resitué les médias sociaux comme l'outil, en fait. Est-ce que vous pensez que le secteur des services a une place, en fait, dans les médias sociaux? Est-ce qu'on peut imaginer la BCV sur Facebook, par exemple? On peut tout imaginer. Hein. Effectivement, c'est vrai que vous soulevez une bonne question, la distinction qu'il faut faire entre une entreprise de produits et une entreprise de services. Et c'est clair que si on va prendre du tangible, des fois, il y a certains supports qui sont plus en adéquation avec le produit. Nous, en qualité de banque, c'est clair qu'on fait une veille extrêmement permanente sur les différents médias, les différents supports. On s'est posé la question, on se pose la question, est-ce que Facebook est un moyen adapté ou adéquat par rapport à notre entreprise, par rapport à notre marque? Pour l'heure, on n'y est pas en tant que tel, mais je ne peux pas vous dire que l'année prochaine, on n'y sera pas, ou l'année d'après, on n'y sera pas. Après, il y a toujours une adéquation entre le support et le produit et la marque et les valeurs de la marque.